Bonjour à tous, mon nom est Mirka et je suis adjointe aux affaires publiques à la CFA et je serai votre animatrice. La CFA est heureuse de vous offrir cette série d'ateliers de formation continue en ligne et espère vraiment que vous apprécierez leur contenu. Ces formations sont rendues possibles grâce à l'appui financier de diversification de l'économie Ouest Canada et du secrétariat francophone de l'Alberta. Donc, tout d'abord, on va commencer par quelques petits détails techniques. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous avez de la difficulté à m'entendre, je vous inviterai à les manifester via l'option Q&A qui se trouve dans le coin gauche de votre écran. Cette option de Q&A vous sera aussi utile lorsque viendra le temps de poser des questions tout au long du webinaire. À la fin de la session, vos questions seront répondues par le présentateur, donc n'hésitez surtout pas à les poser. Sans plus tarder, il me fait extrêmement plaisir de vous présenter notre présentateur aujourd'hui, Monsieur Denis Perrault. Donc, bonjour Denis. Bonjour Mirka. Je vous remercie. Je remercie l'ACFA également d'avoir organisé cette série. C'était un service indispensable de pouvoir accéder à la formation à distance. J'aimerais vous remercier également d'avoir pris le temps dans votre journée occupée de vous joindre à nous. Je suis très fier que l'histoire soit le premier thème abordé. L'idée que l'appréciation du contexte historique dans notre communauté soit considérée une compétence importante pour les travailleurs me chauffe le cœur énormément en tant qu'historien. Donc, nous avons beaucoup de contenu pour les 45 minutes que nous avons ensemble. Ce n'est pas un séminaire qui va permettre beaucoup d'échanges compte tenu le format et juste la densité du contenu. Mais je vais vous fournir un récit. J'espère que vous allez vous retrouver et qui saura vous renseigner. Super, Denis. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Denis, il est détenteur d'une maîtrise sur l'histoire des francophones des prairies canadiennes. Denis Perrault a derrière lui une riche expérience ayant œuvré au sein de plusieurs organismes communautaires ainsi que dans la fonction publique. Natif de Saint-Boniface, il a grandi en Saskatchewan et réside en Alberta depuis des années. Il a travaillé à la CFA pendant une dizaine d'années et il est maintenant directeur de la Société historique francophone de l'Alberta. Dans le cadre de ses fonctions, il enseigne également des cours sur l'histoire francophone au campus Saint-Jean de l'Université d'Alberta. Alors, Denis, à toi la parole. Merci, Mirka. Nous allons sauter dans le vif du sujet. Il est difficile de savoir par où commencer lorsqu'on parle de l'histoire des francophones en Alberta. Donc, je me suis inspiré un peu du fait que l'histoire du Canada ainsi que la francophonie canadienne et la francophonie albertaine est une longue histoire de quête de ressources et de prospérité. Donc, je me suis dit que je vais retourner un peu dans le temps pour fournir le contexte canadien et mondial qui a donné naissance à la francophonie albertaine et aussi de parler de l'émergence et l'évolution de la communauté en relation avec les peuples indigènes de la place, les diverses francophonies canadiennes et voilà, les diverses francophonies canadiennes et mondiales, ainsi que la majorité dans la façon qu'elle s'est définie à travers le temps. Comme Mirka a mentionné, si vous avez des questions, insérez-les dans la section Q&A. Et puis, on va les revenir à la fin. Et puis, s'il nous manque de temps à la fin, je vais les récupérer et je vais vous envoyer un peu mes pensées par rapport à ce qu'il y a dans vos questions. Sur ce, si on recule dans l'histoire canadienne, il y a eu des visiteurs sur les côtes du Canada, de ce qu'on connaîtra comme le Canada, depuis l'an 1000. Il y a eu des Vikings, des pêcheurs basques et d'autres qui ont utilisé les côtes pendant leurs expéditions de pêche. Mais c'est vraiment en 1534 que Jacques Cartier réclame le Canada comme étant une propriété de la France. Quelques décennies après, Samuel de Champlain, le premier, a colonisé l'Acadie et le Canada à partir de l'an 1600. En 1627, à 63 environ, on établit un monopole commercial au Canada pour que la France puisse exploiter les richesses. Mais ce monopole qui a été cédé à la Compagnie des Centres associés a aussi voulu, pour assurer le succès commercial, l'évangélisation des peuples sur le territoire, ainsi que la colonisation comme telle. Donc, le but était d'avoir 4000 colons pendant la période de 15 ans.
Et vous allez reconnaître peut-être le nom Compagnie des Centres associés parce que jusqu'aujourd'hui, il y a encore un groupe de francophones au Canada qui utilise ce mot-là pour désigner un genre de confrérie, si on veut, de personnes qui ont milité pour la survivance du Canada français, dont on a des membres ici, Frank McMahon, Marc Arnal, Jean Johnson et d'autres. Donc, c'est un peu un hommage à cette première compagnie. Si on regarde la carte que vous avez devant vous, c'est une carte qui montre, si on prend tous les lieux qui ont été touchés par la France ou les Français de la découverte en 1534 jusqu'à la vente de la Louisiane en 1803, ça montre l'étendue de l'influence de la France à une époque ou l'autre. On n'a jamais vu la France occuper toute cette terre-là en même temps, mais c'est juste pour montrer tous les endroits qui ont été touchés par l'influence française pendant cette période-là. Les 5 colonies qui ont composé la Nouvelle-France incluaient Plaisance, qui était au sud de Terre-Neuve. C'était, si on coupait Terre-Neuve en deux, la partie sud serait ce qu'on appelle Plaisance, qui était au début une colonie française. Il y a l'Acadie, qui est au sud et qui est la Nouvelle-Écosse qu'on connaît aujourd'hui. Le Canada, qui est un peu la vallée du Saint-Laurent jusqu'au Grand Lac. Ensuite, on a aussi la baie du Nord, qui est la baie du Thon, qui était réclamée par la France, ainsi que la Louisiane, qui est dans le sud. À l'ouest du Canada, on a ce qu'on appelle les pays d'en haut, et entre le Canada et la Louisiane, les pays de l'Illinois. Donc, ça, c'est un peu l'étendue de l'influence à l'apogée, si on veut, de l'influence française. Mais si on regarde la petite bande rouge à droite, la côte est américaine, cette population-là a toujours été, elle est encore aujourd'hui, 10 fois plus gros que les colonies françaises du Canada ou de la Nouvelle-France. Donc, on peut s'attendre au fur et à mesure qu'on avance que cette influence-là anglo-américaine prenne de l'ampleur et de l'ambition sur les terres vers l'ouest. Là, ça nous amène un peu dans la même période où on a 2 Français, Pierre Radisson et Médard Chouart-Desgrosseilliers, qui ont voulu aller au nord du territoire du Canada, vers la baie du Nord, pour voir qu'est-ce qu'il y avait comme ressources naturelles. Donc, ils sont allés et ils ont trouvé qu'il y avait des richesses extraordinaires dans le bassin de la baie du Thon. Ils sont revenus à Montréal avec 20 000 livres de peaux et de biens pour démontrer le potentiel. Une fois arrivés à Montréal, on a confisqué leurs biens et puis on les a mis en prison parce qu'ils ont fait tout ça sans un permis du gouverneur. Donc, les deux, en sortant de prison, ont dit, ben si les Bleus ne veulent pas, allons voir les Rouges. Et donc, ils ont commencé à négocier avec l'Angleterre pour leur montrer la richesse. Donc, ils ont obtenu une oreille bien ouverte avec le prince Rupert, qui est un prince britannique. Et lui a accordé à travers la couronne le bassin qu'on voit dans cette image-là de toutes les eaux qui déversent dans la baie du Thon. Et ils ont obtenu ces terres-là qu'on appelle les terres de Rupert et le monopole pour la compagnie de la baie du Thon. Et c'est très important parce que la compagnie de la baie du Thon et la traite de fourrure devient le moteur principal de développement du nord-ouest canadien. Il faut se poser, quand on regarde cette époque-là, la question de savoir si la France avait vu l'occasion, au lieu d'agir comme des bureaucrates, est-ce qu'il y aurait eu lieu, possiblement, d'avoir tout un autre avenir pour la présence française en Amérique du Nord? C'est un jeu qui peut être le fun pour les amateurs de l'histoire. Là, on commence, et on pourrait dire qu'on commence avec ce chapitre qu'on vient de discuter, et on poursuit avec l'érosion tranquille de l'influence française en Amérique. À cette époque, il n'y avait pas vraiment de frontières, mais plutôt des négociations qui avaient lieu constamment entre la France et l'Angleterre et l'Espagne, si on parle de l'Amérique du Nord, pour savoir qui était pour occuper quel accès maritime au territoire. Donc, il y a eu une négociation en 1713 et c'est à ce moment-là qu'on cède et où on clarifie qui a le contrôle sur quel accès maritime. Donc, avec le traité d'Utrecht en 1713, on décide que finalement la baie du Thon, Terre-Neuve et l'Acadie, on cède ça à l'Angleterre.
Donc, ça devient des territoires sous le contrôle de la Grande-Bretagne. Et la France retient le Canada et la Louisiane comme étant leur domaine. Ça nous amène à la fin de la Nouvelle-France comme telle. On laisse les Acadiens tranquilles pendant 40 ans. Donc, l'Angleterre dit, tant que vous ne montez pas contre nous, nous allons vous laisser en tant que des fidèles serviteurs de la reine, tant que vous ne soyez pas contre nous militairement. Sauf que après des décennies, en 1755, on commence à voir les vents de guerre qui commencent à s'élever et on voit qu'une guerre est imminente entre la France et l'Angleterre et on décide d'obliger la loyauté de cette population-là envers la couronne, qui est la loi de l'Empire quand même. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils obligent de renier leur catholicité et la langue française afin de devenir des sujets loyaux à la couronne pendant la guerre qu'on voit venir. Les Acadiens refusent et donc le commandant Monckton, ironiquement, est responsable de la déportation des Acadiens de cette colonie-là vers d'autres, disons, les quatre vents. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle des Acadiens, c'est pas nécessairement un peuple avec une géographie distincte, c'est plutôt des gens dispersés à travers l'Amérique du Nord et même le monde. Les plus grandes populations se trouvent autour des maritimes, particulièrement le Nouveau-Brunswick. Il y a une autre grande population, bien qu'ils ne parlent moins le français aujourd'hui, mais les Cajuns en Louisiane. Dans une attaque plus tard, pendant la même guerre qu'on appelle la conquête aujourd'hui, les Anglais s'emparent du Canada en prenant contrôle des postes les colonies principales, le Québec, Trois-Rivières et Montréal. Et donc, entre 1759 et 60, on prend le contrôle de la colonie du Canada. Et en 1763, lors de la négociation de la paix, on cède la Nouvelle-France à l'Angleterre. Et au lieu de la Nouvelle-France, maintenant, ça devient l'Amérique du Nord britannique. Mais encore une fois, compte tenu de la grande population de francophones catholiques qui sont colonisés déjà dans ce territoire-là, l'Angleterre décide qu'ils vont permettre à cette population de maintenir leur langue, leur religion, ainsi que certains éléments d'administration comme le droit civil, qui est encore en vigueur aujourd'hui comme étant un système qui est maintenu au Québec. Donc, c'est le début d'une population française au sein d'une Amérique du Nord qui est largement langue anglaise. Mais revenons dans l'Ouest. Trop souvent, lorsqu'on débute des histoires comme je vous raconte tout de suite, on débute avec le passé comme si l'arrivée des Blancs était le début du Canada ou de l'histoire sur la terre nord-américaine. En fait, on estime que les Premières Nations y sont depuis environ 12 000 ans, qu'ils ont traversé un pont de terre dans le nord-ouest, bien que ce soit, quand je parle du nord-ouest, je parle du détroit de Bering. Mais ça se débatte encore parce que ce sont vraiment les records archéologiques qui nous racontent. Mais on peut parler d'environ 12 000 ans que la présence des Premières Nations est au Canada. Ces peuples-là souvent, quand on parle de notre arrivée, c'est de trouver des pauvres personnes qui sont des nomades qui vivent dans ce grand territoire-là. Mais en fait, c'était des peuples avec leur propre organisation militaire, diplomatique, politique, commerciale, culturelle, spirituelle et j'en passe. C'était des peuples avec des guerres et des conflits internes entre eux pour encore une fois la lutte vers les ressources. Donc, c'est une histoire qui est trop peu racontée et qu'il ne faut pas nier. Aussi, c'est une histoire très importante dans le contexte de notre présentation parce que quand on parle des Pieds Noirs, les Cris, les Assiniboines, les Dénés, Ojibwés, Saulteaux, Iroquois et j'en passe qui sont sur le territoire albertain, ces peuples-là deviennent absolument cruciaux dans l'avenir et l'arrivée et la colonisation au 18e et 19e siècle de ces territoires-là.
Selon l'historien Donald Smith, le français était la première langue européenne sur le territoire albertain. Donc, on utilise ça souvent. Vous avez sûrement vu ça dans les documents ou dans les discours. En fait, moi, personnellement, c'est un peu une mission que j'essaie de trouver. C'est quand la mention tangible la plus ancienne de la présence française en Alberta. Ce que j'ai pu trouver jusqu'à date, c'est que la première mention de la présence française sur le territoire albertain d'aujourd'hui se trouve dans le journal de voyage d'Anthony Henday, qui était un explorateur pour le compte de la Compagnie de la Baie du Thon, lorsque ce dernier rencontre un chef cri au nom de Wapinisiu, ou Oiseau Blanc, quand Henday le rencontre, il l'appelle le leader français. Donc, c'est quelqu'un qui avait déjà acquis la langue française, en faisant la traite avec des postes de traite sûrement dans le nord de la Saskatchewan et au Manitoba, ainsi qu'au nord-ouest américain qu'on connaît d'aujourd'hui. Donc, le 2 février 1755, c'est la première mention qu'on trouve sur le territoire albertain de la langue française. Mais j'ai pas fini avec mon enquête. On continue à chercher des références. Mais cette rencontre a eu lieu près de Ghost Pine Creek, au sud de Red Deer. Et puis, c'est la première mention qu'on puisse trouver. Souvent, on fait mention à la Vérandrie qui a traversé l'Alberta pour trouver les Rocheuses. En fait, c'est faux parce que la Vérandrie, son trajet était plutôt vers le sud-ouest. Donc, ça faisait en sorte que par le temps que son fils trouve les Rocheuses, il est en fait loin. Il est juste au nord du Nouveau-Mexique, de New Mexico. Donc, c'est en fait pas du tout sur le territoire albertain. Bien qu'il dit qu'il ait trouvé les Rocheuses en 1742-43. Il y a un autre mythe, et c'est que Jacques le Gardeur de Saint-Pierre s'est rendu jusqu'à autour de Calgary et qui a établi Fort-la-Jonquière en 1751. On cite ceci souvent, et même des textes de Parc Canada et d'autres le mentionnent, mais en fait, l'intention de cet explorateur-là était de se rendre jusqu'à la montagne de la Roche, qu'on l'avait appelée, mais il s'est rendu à peine jusqu'au nord de la Saskatchewan, où les rivières Saskatchewan Nord et Sud se convergent vers la rivière Saskatchewan. Et c'est aujourd'hui Nipawin. Et donc, il a à peine quitté le Manitoba avant d'arrêter l'exploration. Donc, même s'il a voulu se rendre jusqu'aux montagnes rocheuses albertaines d'aujourd'hui, il s'est pas rendu très loin. Donc, il est difficile d'identifier l'arrivée française si on se fie au grand nom des explorateurs, à majorité anglophone, qu'on voit sur la carte devant vous. Mais, car pour chacun de ces grands noms d'exploration, il y avait un équipage qui les entourait, et cet équipage-là était plein de personnes qui étaient là comme engagés, ou il était là au service de l'explorateur, mais ne laissaient pas nécessairement de la correspondance ou des journaux de voyage derrière eux. Et je vous montre un exemple. Si on regarde à ce canot-là, dans ce canot devant vous, on y retrouve des voyageurs, des engagés. Je pense qu'on voit un monsieur avec un chapeau de feutre qui est sûrement l'explorateur qui est en charge de l'expédition. Le bord du canot, on peut voir avec le grand chapeau, c'était sûrement un missionnaire. Et entre les deux, c'est dur à voir, mais ça se peut même qu'on voit une femme associée à ce voyage ici, fictif, mais sûrement tiré de l'histoire. Les gens dans ce canot-là, c'est ce qu'on appelle des voyageurs. Il y avait 3 catégories de personnes qui faisaient l'exploration, qui accompagnaient l'exploration et qui effectuaient la traite de fourrure. D'abord, on a ce qu'on appelle les coureurs de bois. Ça, c'est un phénomène qui est vraiment un phénomène qui est dans l'Est canadien. Et c'est le phénomène de quelqu'un qui s'en va dans le bois, là-bas, c'était des pays d'en haut, pour rencontrer les Autochtones et d'échanger des fourrures pour des fusils ou pour des biens qu'on convoitait. C'était plutôt un agent libre, c'était rarement dans un grand équipage, mais c'était quelqu'un qui développait ses habiletés d'échange. La deuxième catégorie, c'est le voyageur. Et un voyageur, on peut imaginer un peu comme un entrepreneur qui devait avoir un permis afin de faire les échanges et de quitter la colonie, mais qui le faisait et ensuite qui, encore une fois, entrait en relation et en relation commerciale, familiale et diplomatique, si on veut, avec les Premières Nations du territoire.
L'évolution, après, la troisième catégorie, c'est l'engagé. Et un engagé, on peut le voir un peu comme une main-d'œuvre. C'est quelqu'un qui est embauché pour faire le travail dur d'une expédition, comme on voit dans l'image, de pagailler, de transporter les biens, et puis de faire les portages et d'assurer l'arrivée saine et sauve des expéditions. Donc, ces gens-là ne gardaient pas des écrits. Ce n'étaient pas des personnes qui laissaient des traces de choses que les historiens peuvent regarder pour imaginer qui étaient ces personnes-là. Donc, il y a une bonne leçon là-dedans pour nous aujourd'hui, et c'est assurez-vous de garder vos archives si vous voulez qu'on écrive au sujet de vous, parce que l'histoire raconte seulement ceux qui laissent des traces écrites derrière eux. Donc, comme j'ai mentionné, on dit que la langue française est la première langue européenne parlée en Alberta. C'est une langue qui est essentielle pour la traite, les noms des lieux et l'administration dans le Grand Nord-Ouest. Après la conquête, avec l'immigration d'Écossais à Montréal, on commence à se regrouper afin c'est les grands industrialistes de Montréal qu'on connaît aujourd'hui, les McGill, les Molson, ces familles-là. Leurs racines étaient en tant qu'industrialistes écossais à l'époque. Ces gens-là ont vu ce monopole-là britannique qui s'exerçait dans l'Ouest et ils voyaient une occasion d'affaires. Ils se sont regroupés et ils ont dit, si on s'en va vers le nord et autour du sud de ce territoire des terres de Rupert, il y aurait possibilité de faire de l'argent. Donc, en 1783, ces gens-là créent la Compagnie du Nord-Ouest. La Compagnie du Nord-Ouest, la compagnie formée de personnes qui ont de l'expérience canadienne, eux, ils voient la valeur de ces personnes-là, ces voyageurs, ces anciens coureurs de bois, qui ont la manie d'aller faire la traite de fourrure. Ils ont les compétences, ils ont la capacité d'interaction avec les Premières Nations et ils voyaient du potentiel avec eux. Ils ont aussi vu que plusieurs de ces voyageurs-là avaient déjà des relations familiales en ayant fait ces échanges-là. Ils sont entrés en relation avec des tribus. Les chefs ont permis le mariage à la façon du pays ou les mariages informels avec leurs filles. Et ça faisait en sorte qu'on tissait des alliances. Et ce sont des alliances pour des bénéfices militaires, commerciaux et même en termes de sécurité. Avec ces relations-là, ça faisait en sorte que lorsqu'un voyageur faisait son trajet dans le Nord-Ouest, on n'avait pas besoin de toujours établir de nouvelles relations, on pouvait exploiter les relations existantes. Donc, c'est comme ça qu'on voyait une des valeurs de cet équipage-là, et je vais revenir à cette notion tantôt. Comme on pouvait s'attendre, les deux compagnies entrent en confrontation dans le territoire du Nord-Ouest. On peut voir un peu dans le diapo devant vous qu'on regarde les flèches, et les flèches, ça démontre la frise entre les deux territoires. Donc, le territoire que la Compagnie du Nord-Ouest exploitait versus l'intérieur qui était sous le contrôle de la Compagnie de la baie du Thon. La Compagnie du Nord-Ouest avait la manie d'utiliser un peu les façons un peu plus, c'est comme un guérilla commercial. On utilisait des tactiques pour intimider et pour décourager la Compagnie de la baie du Thon. Il y en a des histoires coloriées, mais on peut imaginer que des gens dans le bois qui essayaient de gagner dans la concurrence pour les biens et les denrées, qu'ils auraient utilisé des tactiques intéressantes pour un historien. Sauf qu'à un moment donné, il y a un certain épuisement et les deux compagnies voient qu'ils s'en vont nulle part s'ils continuent à se concentrer leurs efforts dans une guerre commerciale. Et en 1821, ils fusionnent. Et donc, il y a juste une compagnie qui exploite ces terres-là, et c'est la Compagnie de la baie du Thon. Je vous ai mentionné tantôt que les voyageurs établissaient des liens avec les Premières Nations à travers leurs voyages d'exploration et de commerce. Ces relations ont littéralement donné naissance à une nouvelle nation indigène dans l'Ouest canadien, la nation métisse. Un métis, c'est pas simplement une personne qui a le sang mêlé entre deux races différentes, si vous voulez. Un métis, dans ce contexte ici, est une personne autochtone, indigène au grand centre-ouest de l'Amérique du Nord, issue de mariages entre femmes
autochtones et hommes francophones ou écossais pendant l'époque de la traite de fourrure et de la chasse aux bisons. C'est très spécifique et ça a même été défini par les tribunaux. Donc aujourd'hui, devenir membre de la nation métisse de l'Alberta, il y a un genre de test qu'il faut suivre ou qu'il faut répondre aux critères afin de devenir un membre en bonne et due forme. On attribue la naissance parce que c'est une population dispersée et qui flotte un peu partout, n'appartenant pas à la société canadienne-française ou canadienne et n'appartenant pas non plus aux Premières Nations proprement dit. Donc, c'est là où ça devient une identité distincte à travers les décennies de relations entre les voyageurs et les familles autochtones. Là où on donne crédit à la naissance de la nation métisse, c'est au moment où, dans ces chicanes entre la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la Baie du Thon, la Compagnie de la Baie du Thon rendait illégale la traite avec l'autre compagnie. Et puis, les Métis qui, eux, n'avaient pas l'habitude de se faire dire comment faire leurs affaires, ont été confrontés par les colons de la rivière Rouge de Selkirk et ils ont provoqué une bataille entre les Métis et les colons de la place et les Métis ont gagné. C'était une grande victoire pour eux. C'est la bataille de la Grenouillère en 1816 qui a donné il y a eu l'hymne des Métis a été écrit par Pierre Falcon par la suite. Et on a créé un drapeau métis et finalement on soude ce peuple-là dans une perception de communauté politique avec des revendications collectives et qui ont plusieurs revendications. Entre elles, et la raison pourquoi je parle peut-être la première collectivité de langue française dans l'Ouest ou en Alberta, c'est que parmi leurs revendications était la présence de prêtres pour offrir les sacrements aux enfants. Et que ce soit les mariages, que ce soit les rites de funérailles, que ce soit les baptêmes et tout ça. Donc, ça va à tel point en 1841, Alexis Piché quitte le lac Sainte-Anne, qui est pas loin de Saint-Albert et Edmonton, et il se rend jusqu'à Saint-Boniface. Okay? Donc, il n'y a pas de train, il n'y a pas d'avion là. Il se rend jusqu'à Saint-Boniface pour demander à Monseigneur Provencher de, s'il vous plaît, envoyer des missionnaires dans l'Ouest pour qu'ils puissent avoir des services en bout de ligne. Et en termes de cette conscience-là, on peut dire que ça faisait partie des premières générations, mais que ça s'est effrité par après. Mais j'ai trouvé une référence intéressante en haut, si vous regardez. Dans les années 20-30, en particulier, les Métis vivaient des temps très difficiles. Ils vivaient dans des fossés et des terres de couronne parce qu'ils n'avaient pas d'endroit où vivre. Donc, c'était des moments de pauvreté, de maladie assez atroces. Et donc, il y a le groupe de 5, Dion, Norris, Brady, Callahoo et Tompkins. Ces 5 métis qui se sont rassemblés et ont créé, comme vous voyez là, l'Association des Métis d'Alberta. Ils ont donné un nom français à leur association et le but était et c'est à partir de là qu'on crée les Métis Settlements qu'on connaît aujourd'hui. Mais on voit encore cette conscience et ce rapport avec la langue française jusqu'en 1932, qui est l'année d'incorporation. Et ce groupe-là devient éventuellement le Métis Nation of Alberta. Les premiers services en français en Alberta sont offerts par des missionnaires franco-catholiques. Bien qu'ils soient dans une guerre de course, c'est comme une course pour les âmes avec l'Église anglicane, qu'eux aussi envoient des missionnaires à des missions comme le Victoria Settlement, qui est pas loin, qui est à 1 heure au nord-est d'Edmonton. Je pourrais vous faire la longue liste de dates et de lieux, mais il suffit de dire qu'entre 1838 et les 1920, les communautés religieuses telles que les Sœurs Grises, les Filles de Jésus, les Filles de la Croix, les Sœurs d'Évron, toutes sortes de communautés comme ça, ainsi que les Oblats, principalement comme ordre religieux, ont établi plusieurs hôpitaux, églises, paroisses, écoles, orphelinats à travers la province. À Calgary, à Edmonton, à Saint-Albert, dans la région de Rivière-la-Paix, dans la région centre-est de Athabasca et toutes les communautés autour de là.
à Red Deer, à Pincher Creek, à tous ces endroits-là. La première visite de missionnaires franco-catholiques était Blanchette et Demers, qui ont visité, qui ont fait le parcours d'Edmonton le long de la rivière Saskatchewan en 1838. On a la présence permanente au lac Sainte-Anne en 1842 de prêtres. Les Sœurs Grises sont arrivées en 1850. La première école catholique au lac Sainte-Anne en 1859 et, comme je dis, plusieurs autres. Pour les gens qui sont habitués à l'histoire du Québec ou même l'histoire d'autres continents, ça peut paraître une histoire assez jeune, mais c'est une histoire assez lointaine lorsqu'on parle de l'Ouest canadien. Les premiers explorateurs en Alberta sont arrivés au milieu du 18e siècle. Donc, c'est une histoire relativement jeune, mais la présence française est une présence qui est assez vieille, en fait, dans le contexte albertain. En plein milieu de la diapositive, on ne peut pas passer sous silence l'influence du père Albert Lacombe. C'est une figure dominante pendant cette période, point à la ligne. Ce n'est pas juste une figure canadienne-française ou franco-catholique. Son énergie, sa détermination ne laissent pas de doute. Il fonde la mission de Saint-Albert. Il visite des missions et des communautés à travers la province. Il joue le rôle de diplomate et négociateur auprès des Premières Nations en conflit. Il recrute au Canada et à l'international. Lorsqu'on lit les journaux de l'époque, il n'y a presque pas d'édition qui ne mentionne pas un des exploits du père Lacombe. Il y a une histoire aussi contestée lorsqu'on parle de la création des écoles industrielles ou les écoles résidentielles, mais c'est quand même un personnage de marque pour la présence franco-catholique de l'époque. Et c'est aussi un personnage provincial, dans le sens non seulement des visites qu'il rendait nord-est, sud et ouest, mais il s'est retiré finalement dans le loin sud, le sud lointain de la province, à Pincher Creek, où il a bâti un ermitage qui existe jusqu'aujourd'hui. Et donc, il y a une présence historique francophone dans la communauté de Pincher Creek. Donc, on arrive à un genre de point tournant dans l'histoire des francophones de l'Ouest canadien. L'Alberta de 1870 est un territoire que jusque-là avait connu une administration publique bilingue. Lorsqu'on était accusé d'un crime, on avait des jurys de la langue de l'accusé. Les ordonnances officielles étaient diffusées en anglais et en français et souvent dans les langues autochtones. Donc, il y avait un accommodement mutuel qui existait avant cette époque-là. Mais avec les ambitions d'expansion du Canada central et du gouvernement fédéral en émergence après la Confédération, on commence à développer des plans pour le Nord-Ouest, même si ça ne fait pas partie de la Confédération canadienne au début. En 1869, on voit des arpenteurs canadiens qui veulent s'emparer du territoire de la colonie de la Rivière-Rouge et des environs. Et Louis Riel organise politiquement, au niveau politique et militaire, une résistance à l'incursion du Canada sur des territoires qui ne les appartiennent pas. Donc, il organise des conventions constitutionnelles, développe des listes de droits, incluant des droits linguistiques et religieux, et une fois qu'on a la promesse de la couronne que ces droits seront respectés, on accepte l'entrée en confédération et donc on a la création qu'on voit dans la diapositive de la toute petite province du Manitoba et du grand territoire du Nord-Ouest. C'est significatif parce qu'au début, le but n'était pas de scinder les droits des deux territoires. Et lorsqu'on a créé la province du Manitoba, à la dernière minute, on a décidé de créer cette province, mais de la rendre la plus petite possible afin de limiter la portée des promesses faites à l'époque. Quelques années plus tard, en 1877, pour les territoires du Nord-Ouest, on fait miroir du Manitoba en termes des droits linguistiques accordés et on crée la clause 110 qui garantit que toute personne peut faire usage du français dans les débats de l'Assemblée législative des territoires, les procédures devant les cours de justice et pour la rédaction des procès-verbaux, des journaux et des ordonnances. Donc, c'est une clause dans la loi des territoires du Nord-Ouest qui garantit ces droits-là. Et à la fin de cette période-là, des 1870, on pourrait naïvement croire que l'avenir du français en Alberta était garanti. Mais le Canada
craint l'incursion américaine et l'absence du contrôle des vastes territoires du Nord-Ouest. Là qu'ils ont pris possession de ce territoire-là, ils avaient peur que les Américains étaient pour prendre le contrôle et que la paix et l'ordre ne soient pas établis. Donc, ils ont entrepris 3 grands gestes déterminants pour assurer le contrôle. Premièrement, on crée la police montée du Nord-Ouest. Il y a eu un événement aux collines Cyprès, Cypress Hills, dans le sud de la Saskatchewan, où des chasseurs américains ont massacré une tribu de Premières Nations. Et on a utilisé ça comme prétexte, disant il faut absolument qu'on ait la paix et l'ordre et une force policière sur ce territoire-là. C'est donc en 1873 qu'on crée la police montée du Nord-Ouest, qui est le précurseur de la Gendarmerie royale du Canada d'aujourd'hui. Deuxièmement, avec l'extinction du Buffalo et un désir de colonisation, le Canada négocie une série de traités numérotés avec les Premières Nations. On promet de fournir les nécessités de base de la vie s'ils acceptent de s'établir sur des terres réservées, qu'on appelle des réserves, et de céder leur territoire traditionnel pour la colonisation. C'est donc entre 1871 et 1921 qu'on établit les traités de 1 à 11 et le résultat de ces négociations ont été catastrophiques pour les Premières Nations. Le résultat était une transformation radicale dans les modes de vie de ces peuples-là. En très peu de temps, les promesses faites par la couronne n'ont pas été respectées. Donc, on a souffert de famine, de maladies, et le système a laissé ses ravages. Pour le Canada, le 20e siècle est devenu le siècle appartenant au Canada et on a été propulsé parmi les premiers rangs d'économie mondiale, basé en très grande partie par l'exploitation des sources primaires sur ce territoire-là, rendu par les Premières Nations. Donc, c'est un problème qu'on vit avec jusqu'à aujourd'hui, ce problème d'inéquité-là. En Alberta, nous vivons, et il faut reconnaître que nous sommes des peuples des traités numéro 6, numéro 7 et numéro 8. Donc, 6 comprend le centre de l'Alberta, 7, c'est Calgary, Red Deer, Calgary et Sud, et le 8, c'est le très grand nord de l'Alberta. Une petite parenthèse. Et troisième geste posé par le Canada pour assumer le contrôle, c'est de se précipiter pour la construction d'un chemin de fer transcontinental pour faciliter la colonisation et le contrôle de ce territoire. J'ouvre une parenthèse. Lorsqu'on a créé la province du Manitoba et le Nord-Ouest, on a promis aux Métis que leur propriété serait respectée. Sauf que ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un système où il y avait le script métis, donc une feuille de papier qui disait que tu pouvais réclamer soit 240 acres pour l'agriculture principalement, ou 240 $. Donc, une grande masse de métis prend l'argent et quitte pour aller vers l'ouest dans le souhait qu'ils pourraient maintenir leur mode de vie de traite et de chasse au buffalo et de traite de fourrure. Sauf qu'avec l'émergence des colonies de plus en plus partout dans l'Ouest, ainsi que la pauvreté et maladie qui s'imposent pas seulement aux peuples indigènes, bien qu'ils sont fortement influencés par ce changement de mode de vie, mais aussi il y a une dépression mondiale de l'économie. Donc, ça fait en sorte que les populations indigènes se trouvent dans la misère. En 1885, les Métis disent « Allons chercher Louis Riel pour qu'il vienne chez nous et faire ce qu'il a fait à Rivière-Rouge. » Donc, de jouer un peu le jeu politique pour s'assurer que nos droits soient respectés. Et cette fois-ci, on va réussir. Donc, on lui fait venir à Batoche, en Saskatchewan, et on souhaite recruter les Premières Nations, vu qu'eux souffraient aussi, pour faire partie de cette rébellion-là. Mais le gouvernement a pris ses leçons de son expérience à Rivière-Rouge. Ils envoient un milice et des forces montées policières par sa nouvelle voie ferrée à Regina et à Calgary pour entourer l'insurrection et l'étouffer. Riel n'a pas pu conclure d'entente avec les Premières Nations et donc le résultat est tragique.
C'est donc le 9 novembre 1885 que le dernier crampon est placé dans la voie ferrée transcanadienne. Et c'est l'image qu'on voit là, c'est Donald Smith, le Lord Strathcona, qui pose le dernier crampon. 7 jours plus tard, le 16 novembre, Louis Riel est pendu pour la haute trahison. Et avec ça, le contrôle du Nord-Ouest est complet de la part du Canada. On passe maintenant à la colonisation. Il y a eu un mouvement qui prend le pouvoir et un désir d'imposer l'expansion anglo-britannique dans ces territoires-là. C'est un mouvement intellectuel et je vais y revenir tantôt. Il y a un mouvement aussi inouï d'immigration. Et donc, dans une période de 20 ans environ, on a 3 millions de personnes qui s'établissent sur les terres du Nord-Ouest ou de l'Ouest canadien. Donc, c'est un mouvement de population inouï, à part de possiblement des mouvements de réfugiés pendant les temps de guerre. Et donc, c'est un exploit qui est reconnu comme étant un exploit assez d'ingéniosité extraordinaire. Cette période, par contre, apporte une fragilité énorme auprès de la population francophone parce qu'on est maintenant noyé au sein d'une majorité qui est multiculturelle de provenance, mais pour qui la langue anglaise est la langue publique. Et aussi, on est visé par des idéologues qui revendiquent One Nation, One Language. Sans aller trop dans le défaitisme et le paranoïa, il y a des faits qui doivent être partagés afin de comprendre les prochains 130 ans d'histoire francophone de l'Alberta. Il y a un leadership politique anti-francophone et anti-catholique qui revendique ouvertement l'abolition du français et à cause d'une supériorité de la race anglo-saxonne. Je commence à manquer de temps, donc je ne lirai pas la citation, mais ce n'est pas juste c'est pas paranoïaque ce qu'on dit. Ouvertement, ça c'est un député qui prône la supériorité de la race anglo-saxonne, la langue anglaise. Le résultat des débats, et ça c'est un débat dans le Parlement canadien en 1890 sur l'avenir du français dans le Nord-Ouest. Le résultat est dévastateur pour les francophones du Nord-Ouest et de l'Alberta. En 1890, le compromis de ce débat-là, c'est qu'on dit on va laisser au territoire décider comment ils veulent fonctionner dans leur assemblée législative et dans leurs tribunaux. Donc, en 1892, on élimine l'obligation de publier en français et le droit d'avoir des débats en français. 2 ans, et la même année, l'ordonnance 22 fait en sorte que l'anglais est la seule langue légale d'instruction. On permet quand même que dans des institutions privées comme le campus Saint-Jean, que le français s'enseigne. Donc, sur le plan juridique et législatif, les droits sont abolis en 1892. Après cette période-là, il y a la colonisation franco-albertaine. Depuis la présence des missionnaires, on cherche à créer des colonies homogènes franco-catholiques, donc des petites cellules du français et des cellules de catholiques pour la protection de la langue et de la foi. On est rapidement déçus des efforts du Québec qui n'envoie pas de colons vers l'Ouest, eux-mêmes qui sont en train de saigner une énorme population d'1 million de personnes vers le nord-est américain. Donc, ils sont très préoccupés par ça et ne veulent pas soutenir l'effort de colonisation. Donc, on crée une société de colonisation en 1905, le but étant d'aller au Québec, dans le nord-ouest américain et même en Europe pour chercher des colons. C'est là où on voit Jean-Baptiste Morin, et aujourd'hui, on a le village Morinville qui porte son nom, qui fait ce recrutement. Il y a François Bonny, donc pour les gens de Bonnyville, c'est l'origine du nom Bonnyville, qui font ce recrutement de francophones catholiques. Donc, les noms comme les Lamoureux, Plamondon, Brosseau, Gauthier, Le Rouge et d'autres viennent. Une grande partie de cette population, en Alberta en particulier, vient des États-Unis pour chercher leur prospérité. Dans les années d'après, les 40-50, on établit plus des Québécois qui déménagent et qui colonisent des coins comme Saint-Isidore et la région de Rivière-la-Paix. Et dans les années après, qui sont pendant la période de boom économique albertaine et le boom du pétrole, la migration se fait du Québec, de l'Acadie et du monde indirectement
afin de fournir des travailleurs dans les plus grandes villes, les métropoles, soit les métropoles d'Edmonton, Calgary, ou Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge et des villes comme ça. Pendant cette période-là, il y a une grande peur qui s'installe d'assimilation et on n'est pas sous la protection de loi, on n'est pas sous la protection de droits acquis. Donc, les gens se replient et créent une mentalité de forteresse au sein de leur paroisse et même leur famille pour s'assurer la survie de la langue française et de la religion catholique. Les ordres religieux assument un rôle de leadership dans la création d'institutions. En 1908, par exemple, à Pincher Creek, on crée le Juniorat Saint-Jean. En 1910, c'est déménagé ici à Edmonton et jusqu'à aujourd'hui, on a encore le campus Saint-Jean qui fêtera bientôt ses 110 ans sur le territoire albertain en formant l'élite et les professionnels francophones. Il y a aussi, bien qu'il y ait eu des associations nationales canadiennes-françaises depuis 1882, par exemple à Calgary, comme la Société Saint-Jean-Baptiste, on crée l'Association canadienne-française de l'Alberta en 1926. Le but, c'est la première fois qu'on organise quelque chose qui est propre à l'Alberta et on utilise l'organisation paroissiale pour assurer que les communautés locales puissent se retrouver et se regrouper. Donc, on parle d'environ 36 paroisses à travers la province et pour pallier à l'absence d'un système scolaire en bonne et due forme, l'ACFA administre les examens provinciaux en français avec les ordres religieux locaux. Si on a aujourd'hui des régionales qui disent, ben nous, on a seulement 3 ans, on est jeunes, on existe depuis récemment, je peux vous dire, si on regarde dans les archives, la CFA, vos communautés sont représentées par la CFA depuis les tout débuts. Il y a des campagnes de souscription, on appelait ça, ou de dons, où on voit une cinquantaine, soixantaine de communautés qui y participent. Et on parle de Camrose, on parle des communautés qu'on parle d'aujourd'hui comme étant des nouvelles ACFA, mais il y a des communautés qui sont représentées depuis les tout débuts. L'ACFA crée La Survivance, qui est le journal francophone en Alberta en 1928. On le renomme au Franco-Albertain en 67 et en 79, on appelle le Franco. Et les deux images que vous voyez là, c'est deux oblas comme exemple de leadership communautaire. À gauche, c'est le père Patoine, Jean Patoine, que lui était un grand organisateur de la communauté. Et à droite, c'est Paul-Émile Breton, que lui était rédacteur du journal, qui était instigateur partiel, en grande partie, de CHFA. Il travaillait dans le domaine des communications. En 1949, après de longues années de prélèvement de fonds, on crée CHFA, qui est une radio communautaire à l'époque. C'était pas avant les années 70, 74, où la Société Radio-Canada achète CHFA et ça devient une partie du réseau de Radio-Canada. Cette période sombre sur le plan des droits linguistiques a été le terrain de construction d'une communauté qui a voulu s'organiser et se protéger. Elle a voulu se replier sur les paroisses catholiques et sur le clergé pour s'organiser et assurer la garantie de la transmission de la langue et de la culture à travers les années. Mais ça a été aussi sombre sur le plan démographique parce que l'assimilation a fait beaucoup de ravages pendant ces décennies-là où il n'y avait presque pas de rescousse sur le plan d'éducation et de services. Nous poursuivons. On arrive un peu plus dans la période contemporaine. Pour expliquer un peu les évolutions qui sont peut-être plus familières pour vous. Au Québec, aux années 60, il y a un mouvement d'affirmation de soi, un mouvement nationaliste qui s'impose et une identité qui commence à émerger qui est distincte du Canada français traditionnel qui est pan-canadienne. En 1967, on tient les États généraux du Canada français, donc pour voir un peu où on en est en tant que nation. Une résolution qui passe à unanimité par les délégués du Québec et à l'extérieur du Québec qui ne fait pas l'unanimité, c'est que le Canada français est une nation et le Québec est son foyer principal. C'est un moment symbolique à partir duquel on a une fragmentation identitaire du Canada français entre les Québécois d'une part et
des autres identités d'autre part. Donc là, on voit le drapeau de Canada-Québec il y a une distinction qui se fait là sur le plan national, mais aussi que nous, on commence à tailler notre propre identité au sein de ce mouvement-là. Yves Frenette, un historien dans son livre « Brève histoire des Canadiens français », ouvre le livre en disant « Ce livre raconte l'histoire d'un peuple qui n'existe plus », voulant dire qu'il n'y a plus un projet pan-canadien du Canada français comme il l'avait avant les années 60 et 50 et 60, et que maintenant, c'était une francophonie canadienne où les clivages provinciaux se faisaient sentir. Mais cette révolution n'était pas juste au Québec, c'était un mouvement canadien en quelque part. L'ACFA, dans cette époque-là, se modernise et se distancie un peu du clergé. Et au lieu des cercles paroissiaux, on a des cercles locaux et des régionales. Donc, on commence avec 5 régionales de l'ACFA et puis on crée des comités et on n'est plus organisés autour des paroisses directement. Chez le gouvernement provincial aussi, il y a un certain dégel qui a lieu. En 68, on permet l'enseignement du français pour une demi-journée au minimum. Et au gouvernement fédéral, national, on a le français reconnu comme langue officielle dans l'administration publique. Il y a un mouvement de résistance qui émerge aussi à partir des années 60. Une affirmation du français comme langue publique. D'une part, c'est soutenu par le gouvernement fédéral qui commence à financer les communautés. Donc, il y a trois, quatre vagues de développement communautaire qui a lieu. Pour commencer, l'animation sociale. Donc, l'idée était de vraiment donner l'occasion de parler en français, célébrer en français dans les années 60-70, 70-80, suivi d'un mouvement des clientèles. Donc, on parle des mouvements jeunesse, d'aînés, de femmes, de communautés culturelles. Ensuite, dans les années 90-2000, on parle du développement sectoriel, donc des mouvements, des développements économiques, de santé, de justice et de culture et ainsi de suite. Suivi des années 2000 où on commence, et il faut penser, là, pour une communauté qui existe depuis des siècles, les années 2000, c'est réellement là où on commence à se préoccuper des services directs, organisés, institutionnels. Donc, comme l'éducation, l'éducation n'est qu'un dossier en termes d'éducation francophone, un dossier récent. L'accueil de l'établissement, c'est né en 2005 en Alberta. Les services de justice, donc c'est tous des domaines qui sont relativement récents. Avec la Charte des droits et libertés en 1982, l'article 23 dit qu'on a droit à l'éducation française, mais c'est pas avant qu'un groupe de parents albertains, franco-albertains, s'amène devant les tribunaux, qu'on définit ce que ça veut dire la gestion scolaire francophone. Et puis, c'est une cause de marque qui est gagnée en 1990, bien que ça prend quelques années de négociation avant que Ralph Klein, comme premier projet de loi qu'il passe comme premier ministre, passe la loi scolaire modifiée pour reconnaître les droits scolaires. Entre-temps, l'arrêt Mercure, c'est une autre contestation judiciaire qui confirme que le français est une langue publique en Saskatchewan et en Alberta, mais qui dit que les provinces peuvent légiférer. Donc, ça fait en sorte que les deux provinces passent des lois en 1988 pour que l'anglais soit la langue publique. Et donc, ironiquement, la seule loi passée en français en Alberta, c'est la loi qui élimine le français comme langue d'usage public, grosso modo. Et très récemment, le jugement Caron est retourné dans ce jugement pour dire est-ce que c'est vraiment vrai que la province a le droit de légiférer? Et puis, le 20 novembre 2015, la Cour suprême dit que oui, la province avait le droit d'éliminer le français comme langue publique, comme droit constitutionnel. Donc, on verra qu'est-ce qui suivra pour ça. Je veux juste clore avec une section pour parler d'un peu la diversité de la communauté. La communauté n'a jamais été homogène. Ça a toujours été hétérogène et pluriel, et j'espère que vous avez vu ça un peu dans la présentation. Elle a déjà été autochtone, européenne, canadienne-française, acadienne, américaine, africaine et même anglophone. Nous n'étions jamais homogènes canadienne-française, comme des fois on a l'impression. Il y a toujours eu des personnes issues de l'immigration qui ont joué des rôles de leadership clés. Et ce n'était pas juste des missionnaires français ou belges, bien qu'il y ait eu une grande population de ces personnes-là.
Quand on retourne, on peut regarder des rôles de leadership clés dans la communauté comme Maxime Jean-Louis, un Haïtien qui était le directeur du Franco de 78 à 80 et qui était là lorsqu'on a changé le nom du journal. Il y a Dr. Gamila Morcos, une Égyptienne qui était doyenne du campus Saint-Jean entre 1980 et 1985. Ce ne sont que quelques exemples de comment la diversité de la communauté a toujours été là. Oui, il y a toujours eu aussi une grande influence de l'Église catholique et cette idéologie de survivance. Mais c'est un peu faux de dire que la diversité n'est qu'une chose récente. Ce qui est nouveau, et le chapitre qui est récent, c'est la masse d'immigration. Donc, il y a beaucoup de mouvements de population vers l'Alberta, que ce soit du Québec ou d'ailleurs. Et ainsi que l'apprentissage du français par les anglophones. Donc, le changement qu'on a maintenant, c'est qu'on n'est plus une communauté ethnique sur le plan géographique et racial, pour être un peu grossier dans le langage, mais on est une communauté extrêmement hétérogène et qui n'a jamais connu une aussi grande diversité parce que l'immigration africaine, en grande partie, est une chose qui ne date que quelques décennies récentes. Mais comme vous avez vu, le langage de colonisation, de recrutement de nouveaux arrivants, de renforcement de la communauté par le biais de recrutement, c'est une préoccupation qui date depuis 150 ans au moins. Donc, c'est enraciné un peu dans notre mentalité, cette notion-là de recrutement, d'arrivée de gens. Donc, pour conclure, pour de vrai, excuse, ça, c'est les images. J'ai oublié d'avancer, mais ça, à gauche, c'est Maxime Jean-Louis et à droite, c'est la doyenne Morcos que j'ai mentionné tantôt. Donc, pour des constats, il y a eu des collectivités de langue française sur le sol albertain depuis plus de 250 ans, mais ces collectivités ont évolué dramatiquement à travers le temps et le flambeau de protection de nos foyers, de nos droits a été passé d'une génération à l'autre et d'une collectivité à l'autre. Les racines catholiques et françaises d'une survivance protectrice et défensive sont profondément ancrées dans les structures et dans les coutumes de la communauté grâce au leadership des communautés religieuses, particulièrement des Oblats. Dans mon point de vue, nous devons les remerciements aux générations précédentes qui ont milité pour ce qu'on a aujourd'hui et nous devons de prendre au sérieux les legs qu'ils nous ont laissés. Et ces legs ne sont pas de garder les choses comme elles sont, mais c'est de reconnaître que nous avons un devoir de prendre ce qui a été fait et d'assurer la survie de ces choses-là. Et pour s'assurer que les futures générations puissent faire une présentation comme ça sur notre contribution et comment nous avons assuré l'avenir du français en Alberta. La communauté a toujours été plurielle. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des rivalités, des clivages, mais la diversité est un phénomène qui est aussi ancré dans notre ADN, si on veut. L'explication du passé, on a une autre chose qui a toujours été enracinée dans notre culture, c'est que les gens viennent ici pour la prospérité et que les mouvements de population ont été partis de l'histoire du Canada depuis les tout débuts et l'exploitation des ressources naturelles aussi font partie de la culture canadienne et la culture franco-albertaine. Sur ce, je vous remercie de votre temps et de votre patience si on a abusé de votre temps. Et à vous la parole, Mirka. Merci, Denis. Wow. Merci, Denis. J'ai certainement beaucoup appris personnellement. Puis j'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette présentation enrichissante. Vous avez dit quelque chose de vraiment important à la fin de la présentation qui était de ne pas oublier en fait l'apport de ces gens qui sont battus pour ce qu'on a aujourd'hui, qui fait que des groupes de sociétés multiculturelles peuvent arriver ici et peuvent en fait se baser sur le fait français canadien et l'enrichir. On a une question importante. Peut-être que vous pouvez en fait formuler ça de votre point de vue d'historien, faire un peu de prédiction dans le futur. Qu'est-ce qui existe selon vous comme contribution des sociétés culturelles, donc les nouveaux arrivants? Qu'est-ce que ça va amener? Puis selon vous, le fait français en Alberta, qu'est-ce que vous voyez dans le futur? C'est si on se fie aux exemples historiques, je dirais que
C'est une excellente question. Moi, dans le concret, je dirais que l'influence que ça a eue, c'est à cause du phénomène d'assimilation et la façon que ça s'est vécu, particulièrement au 20e siècle. Il y a eu un très grand taux de bilinguisme chez les francophones qui sont peut-être à une ou deux générations ou plusieurs générations dans l'Ouest canadien. Et une chose qui est apportée par les nouveaux arrivants, c'est la force de leur français, souvent la difficulté avec l'anglais, fait en sorte que dans la conscience de la majorité, le besoin est ressenti de façon plus forte. Pendant des générations, on disait aux francophones en Alberta, mais vous êtes capable de parler en anglais, donc allez-y en anglais. Et les francophones adoptaient ça comme étant un peu partie de leur identité, c'est que je me débrouille quand j'ai besoin en anglais. Donc, sur le plan très pratique, je dirais qu'un effet que les nouveaux arrivants ont eu, c'était de vitaliser le milieu francophone comme tel. C'est de par leurs besoins, d'avoir créé des services qui ont donné des petits. Donc, ça, c'est un effet très contemporain. Je dirais aussi, et je suis content, j'aime beaucoup la façon que Mirka a résumé ce que j'essayais de dire, parce que quand je dis qu'il faut il faut reconnaître les legs, ça ne veut pas dire préserver. Ça ne veut pas dire mettre dans un pot de cornichons là, et de dire on va préserver ça pour que ça reste pareil pour toujours. C'est l'idée d'apprécier, s'en approprier, de voir comment est-ce qu'on s'assure que ça continue. Donc, ça inclut une adaptation, ça inclut une confiance. Et tout comme les Métis ont été la première communauté à développer cette épine dorsale, ce cadre à travers l'Alberta, c'est pas les Métis qui ont préservé ce cadre-là. Ça a été une migration qui a permis à ce que ça se poursuive. Donc, j'aime croire qu'on a pu maintenir cette intention initiale, mais ça ne ressemble plus. Et puis, ça a dû être adapté aux nouvelles réalités. Donc, est-ce que le fait que cette génération-là est maintenant 25% de la population veut dire que les choses seront pareilles? Je ne crois pas. Je crois que la communauté est en train de se transformer en vertu de la nouvelle réalité. Mais la chose que je veux souligner, c'est que la chose qu'il faut transmettre, c'est cette responsabilité. J'appelle ça d'intendance. Intendance en anglais, c'est stewardship. On est responsable, un peu comme l'environnement. Nous sommes maintenant responsables de ça. La communauté francophone, il y a une nouvelle génération qui est maintenant responsable d'assurer la force institutionnelle de ces milieux-là et d'avoir la confiance des adaptés. Wow, merci beaucoup, Denis. Donc, c'est tout le temps qu'on a pour cette session, malheureusement. Donc, j'espère pouvoir vous revoir à nos prochaines sessions, dont la gouvernance communautaire qui aura lieu le 15 mars 2007 à 18h, la constitution identitaire en milieu scolaire le 24 mars, la diversification du financement le 30 mars à 6h, la mutualisation des ressources communautaires le 30 mars à 13h30. Donc, pour avoir toutes les informations sur les sessions qui s'en viennent, visitez notre site web au www.cfa.ab.ca où nous ajouterons toute la programmation. J'aimerais remercier nos partenaires qui ont permis que cette session ait lieu et les prochaines, évidemment. Et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas aussi à visiter notre chaîne YouTube de la CFA parce que toutes les vidéos seront disponibles. Merci beaucoup d'avoir été parmi les nôtres et à la prochaine.